Cette conférence d'aujourd'hui prolonge en quelque sorte celle qui a été faite il y a un mois. Il y a un mois, on vous a présenté le livre, mais d'un point de vue technique, c'est-à-dire du point de vue de l'imprimeur, d'un point de vue du relieur. Aujourd'hui, je vais vous présenter ça d'un point de vue des lecteurs. Alors, on est en droit de s'interroger sur ce que pouvaient être des bibliothèques dans le département des Côtes-du-Nord à la fin du XVIIIe siècle. Si l'on utilise les statistiques réalisées au cours du dernier quart du XIXe siècle par Maggiolo, on s'aperçoit avec étonnement que le département des Côtes-du-Nord, dans les années qui précèdent la Révolution, occupait la 64e place dans la culture en France. Sur quelle base avaient été réalisées ces statistiques ? Très simplement, on avait comptabilisé les époux qui, au moment de leur mariage, étaient susceptibles de signer. C'est donc vous dire que le nombre d'analphabètes était important dans notre département à la fin du XVIIIe siècle, et donc vouloir s'interroger sur ceux qui, au contraire, savaient non seulement lire, mais savaient écrire, et qui plus est possédaient une bibliothèque, pouvait apparaître très aventureux. C'est pourtant ce sujet qu'aujourd'hui je vais aborder avec vous, en vous montrant que si effectivement il y avait une part non négligeable de la population qui ne savait ni lire ni écrire, il existait toutefois un nombre relativement important d'individus qui non seulement savaient lire et écrire, mais aussi possédaient des livres. Alors pour présenter ce travail, il est important, me semble-t-il, d'évoquer sur quoi je me base. Je ne vais pas vous faire un panel de toutes les bibliothèques que j'ai retrouvées, j'en ai choisi volontairement 6. D'où proviennent ces bibliothèques ? Nous nous situons dans les dernières années de l'Ancien Régime, en particulier en 1789, suite à la constitution civile du clergé. Les biens du clergé passent à la disposition de la nation. Dans ces conditions, toutes les bibliothèques qui sont dans les couvents et dans les abbayes vont être comptabilisées. Premier élément. Le deuxième élément, c'est un peu plus tard, 2 ans et demi plus tard, le 9 février 1792. Une première loi est votée par l'Assemblée législative et elle concerne les individus qui ont quitté leur royaume et que l'on peut considérer donc dans ces conditions comme émigrés. Leurs possessions, à partir de ce moment-là, sont inventoriées par les différents districts du département, non seulement les propriétés foncières, mais les biens meubles. Lors des visites domiciliaires qui sont réalisées dans ces propriétés, non seulement on fait un inventaire très précis des tables, des chaises, du mobilier en général, mais aussi des bibliothèques lorsqu'elles existent. Un peu plus tard, en 1793, la pression politique s'exerçant contre ceux qui sont considérés comme des suspects par le régime va conduire à de nouvelles visites domiciliaires. Et ces nouvelles visites domiciliaires en 1793, ça va être chez des ecclésiastiques qui n'ont pas émigré, chez des nobles qui sont toujours localement présents. Alors, pour étudier ces différentes bibliothèques, j'ai choisi 6 exemples particuliers. 2 exemples se rapportent à des gens d'église, 2 à des membres de la noblesse et 2 à des membres du tiers-état. Tout d'abord, en haut à gauche, l'abbaye de Lantenac. Lantenac est une petite abbaye implantée depuis le XIe siècle à proximité de La Chaise, dans la commune actuelle de La Ferrière. Les anciens bâtiments ont disparu à la fin du XIXe siècle. Il ne reste plus aujourd'hui qu'une petite chapelle. L'inventaire a été réalisé en 1791, suite à la loi de séparation
entre l'État et les propriétés religieuses, et 808 volumes ont été répertoriés. Si vous souhaitez connaître un peu plus précisément ces différents volumes, la cote aux archives départementales s'appelle 1Q151. Le deuxième individu qui est concerné par la loi sur les immigrés, c'est Monsieur de Boisgelin. Il est noble, il a émigré en 1792, et donc une visite domiciliaire nous permet de savoir que sa bibliothèque est constituée de 879 volumes. L'année 1793. Dans l'année 1793, à Couette-Logon, M. de Carnet reçoit la visite des membres du district de Loudéac qui font l'inventaire du château. Premier inventaire, on ne trouve aucune bibliothèque. Or, je savais pertinemment qu'il en existait une. Au moment de la vente des biens, meubles du château, on inventorie aussi les greniers. Et sous la paille et le foin des différents greniers, on va trouver 1301 volumes qui sont à ce moment-là répertoriés et qui existent aux archives départementales sous la cote 1Q214. Jean-François de Deste de Botidou, c'est un peu particulier. C'est à la fois un avocat, c'est à la fois le fils d'un avocat et d'un marchand de toile. Il habite Saint-Hervé à côté d'Uzel. Sa propriété existe toujours, elle s'appelle Bourgard. Il est député aux États généraux. Il appartient à l'état-major de Dumouriez. Et quand celui-ci émigre après 1792, il est lui aussi considéré comme immigré. À ce titre, il va effectivement appartenir au Chouan du Morbihan, mais ça c'est une autre histoire. La bibliothèque familiale, qui sera répertoriée à ce moment-là, se compose de 1579 volumes, sous la cote 1Q389, d'une part, mais aussi 1Q423. Quelquefois, nous n'avons pas dans le même document la totalité des livres qui ont pu être retrouvés. La situation du chanoine Rufflet est un petit peu différente. L'année 1793 voit l'incarcération de tous les ecclésiastiques de plus de 60 ans ou qui résident toujours dans le département. Sa bibliothèque étant connue des administrateurs briochins, c'est donc avec beaucoup d'intérêt qu'ils vont en faire un répertoire complet en faisant aussi très attention à bien préserver les 4671 volumes qui la constituent. Ceux-ci existent. Dans le hall d'entrée des archives, vous verrez même le répertoire qui a été dressé au moment du décès de l'abbé Rufflet, lorsqu'il a donné, lui, sa bibliothèque à l'évêché. C'est sur la gauche quand vous sortirez ici. Enfin, le dernier. C'est un petit peu particulier, ce personnage. Il est le fils du sous-inspecteur des manufactures en résidence à Quintin, Honoré Fleury. Il est avocat, il est relativement brillant. Il va être juge de paix du canton de Quintin. Il va être député à la Convention. Et si nous disposons de sa bibliothèque, ce n'est pas parce il est allé en prison, même si à l'époque de Robespierre, il a été considéré comme girondin et momentanément incarcéré, c'est lui-même qui va tout simplement, dans ses mémoires, faire un répertoire que l'on trouve dans une série familiale qui s'appelle 121.9 J1. Voilà donc sur quelle base mon travail a été mené à partir des archives départementales, ce qui vous permet de vous rendre compte que les uns ou les autres étant intéressés, faisant des recherches familiales ou affectives pour certains personnages, vous pourrez aussi très certainement retrouver ces mêmes mentions. Alors ceci, c'est l'inventaire de la bibliothèque de Lantenac. L'ensemble des volumes, puisque vous avez vu ça il y a un mois, a été diversement imprimé. 55 volumes ont été imprimés au XVIe siècle, 312
au XVIIe et 110 au XVIIIe. Alors on pourrait peut-être parler d'anomalie en ce qui concerne le XVIe siècle, et je vais vous dire pourquoi. Entre 1590 et 1598, la Bretagne a connu une véritable guerre civile qui s'appelle la Ligue. Au cours de cette période, un certain nombre d'hommes armés, après avoir chassé les moines de l'abbaye de Lanténac, ont occupé les lieux. Les différentes chartes, les différents documents qui étaient à l'abbaye ont à ce moment-là disparu. On raconte même qu'un certain nombre de chartes de l'abbaye de Lanténac ont été vendues pour faire entourer des morceaux de tabac à Morlaix. C'est vous dire un petit peu avec quel souci on avait inventorié à cette époque-là l'abbaye. Dans ces conditions, les moines ne reviennent qu'à partir de 1615-1620. Et leur ordre va leur fournir un certain nombre de volumes, alors des volumes de type religieux, et qui seront publiés majoritairement, comme nous l'avons vu la semaine dernière, à Paris, à Rouen, que ce soit pour le XVIe ou pour le XVIIe. On demeure un peu étonné par le petit nombre de livres qui sont parus simplement au XVIIIe siècle. Je dois vous avouer que la raison en est que les livres du XVIIIe siècle, pour l'essentiel, n'étaient pas la propriété de l'abbaye, mais la propriété de l'abbé. Celui-ci possédait en particulier la fameuse publication de Diderot et d'Alembert, mais cette publication, que vous connaissez aussi bien que moi, n'appartenait pas à l'abbaye. Un certain nombre de livres plus ou moins récents ont effectivement été la propriété de l'abbé Barras. Deuxième exemple, une bibliothèque familiale. Ici, nous sommes à Coëtlogon, chez les deux Carnet. Les livres du XVIe sont en moins grand nombre, ceux du XVIIe relativement nombreux, mais l'essentiel est constitué de livres publiés au XVIIIe siècle. Je dois avouer toutefois que j'en ai trouvé 32 sans indication de lieu ou de date. Pour vous, le nom de Coëtlogon, c'est une rue de Saint-Brieuc. Et effectivement, au XVIIe siècle, il existe deux évêques de Coëtlogon. L'un est l'évêque de Quimper, l'autre est l'évêque de Saint-Brieuc. Et donc, un certain nombre de livres que nous allons trouver au XVIIe siècle en particulier, c'est bien la preuve que c'est une bibliothèque issue de ses grands-oncles qui a été transmise à M. de Carnet. Pour preuve, des préoccupations religieuses qui concernent en particulier le jansénisme, qui concernent aussi, entre autres, le travail des jésuites en Chine et en particulier les attendus de Sorbonne qui condamnent au début du XVIIIe siècle le culte catholique exécuté à la façon des Chinois. Je m'explique. Les jésuites, au début du XVIIIe siècle et à la fin du XVIIe, ont demandé à l'Église de France et au pape que les ecclésiastiques qui exerçaient leurs fonctions en Chine soient vêtus comme des mandarins et que le culte qui serait rendu en Chine s'approchât des cultes traditionnels qu'on trouvait en Chine. Or, au début du XVIIIe siècle, suite à l'intervention de la Sorbonne, ils ont été condamnés. Ce sont des livres que nous trouvons. En ce qui concerne les livres du XVIIIe siècle, il en est de même. C'est une constitution familiale. L'inventaire de 1793 montre 3 générations de seigneurs de Coëtlogon qui ont acquis des livres au cours du XVIIIe siècle. Nous retrouvons effectivement, comme pour l'exemple précédent, la préséance de Paris comme source d'imprimerie, mais aussi de Rouen, en moins grand nombre, et chose étonnante, puisque souligné ici en surligné Londres, pourquoi ? Eh bien tout simplement, les livres nous parvenaient de Londres par Saint-Malo. À Saint-Malo existait un imprimeur libraire qui s'appelait Ovius et qui transmettait des livres qui étaient interdits en France
et qui venait à Rennes, chez un de ses beaux-frères. Il en est de même d'autres livres qui sont publiés à l'étranger. Je pense à Amsterdam, je pense à... vous voyez, il y en a 31 quand même. Je pense à Anvers. Vous voyez, ce sont des livres... À cette époque-là, il existe une censure. Elle s'exprime à l'égard de certaines idées qui sont, je dirais, contraires à la bienséance de l'époque, ou qui attaquent plus ou moins les autorités en place, ou qui se permettent de critiquer la religion. Et donc, un censeur exerce son métier à l'égard de tous ceux qui voudraient imprimer des choses qui ne sont pas acceptées par le roi à cette époque-là. Alors ici, nous abordons un personnage dont vous aurez une information beaucoup plus précise qu'avec moi, lorsqu'Olivier Charles va vous parler de l'abbé Rufflet. J'ai synthétisé sa bibliothèque. Pourquoi l'année 1743 ? Tout simplement parce que l'abbé Rufflet, en 1743, il a 18 ans. Et j'ai considéré qu'à partir de cette époque-là, il a fini sa scolarité, il entre au séminaire, donc il commence par acquérir véritablement en son nom des livres. Et vous voyez que la bibliothèque, en prenant les années qui précèdent, elle a déjà 1376 volumes. Il faut savoir que la famille Rufflet est à Saint-Brieuc depuis fort longtemps, que l'ancêtre, à la fin du XVIe, est déjà un personnage important, que le père de Rufflet est un avocat briochin très connu, et que la famille Rufflet est associée aux grandes familles briochines de l'époque. Alors l'abbé Rufflet est un ecclésiastique un petit peu particulier, comme on en trouvait au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que lui, il ne va pas entrer dans le service paroissial traditionnel, il va rester chez lui et il va consacrer sa vie à l'étude et à la lecture. Ce sera d'autant plus aisé qu'il va devenir dans une première phase, chanoine de Saint-Guillaume et ultérieurement chanoine de la cathédrale. Et à la fin de sa vie, il aura acquis 3295 volumes. Alors, saura-t-il en faire profiter les autres ? Je m'interroge. Olivier Charles pourra sans doute répondre mieux que moi, mais j'ai trouvé quelque chose concernant sa nièce qui souhaitait compulser les livres du tonton, et lequel a dit que l'imprimeur briochin Prudhomme pouvait très bien lui en vendre. Donc, il semblerait qu'il ait eu un rapport très particulier avec sa bibliothèque. Ces différentes bibliothèques, si l'on se base sur la définition qui était donnée au XVIIIe siècle, quand on inventoriait une bibliothèque, se faisait selon certains critères. C'était la religion, le droit, l'histoire, les lettres, et puis quelque chose que l'on appelait divers. Donc les volumes identifiés, vous les avez ici. À Lanténac, cela va de soi que la religion occupait une place importante. En sens inverse, les lettres n'avaient qu'un rapport très relatif. Encore convient-il de dire que souvent, c'était du latin. Chez l'abbé Rufflet, c'est vrai aussi qu'un ecclésiastique a forcément une bibliothèque religieuse conséquente. Mais ce n'est pas la chose la plus importante, puisque nous voyons que chez lui, l'histoire a autant d'importance. J'ajoute même que le divers est relativement important chez lui. Alors je dois dire, et nous le verrons ultérieurement, c'est un homme qui est très moderne pour son époque, il est très intéressé par tout ce qui est science. Chez de Boisgelin, la religion a quand même une certaine importance, mais ce sont les lettres qui l'emportent. Et bien sûr, des préoccupations annexes. Alors ça, nous les découvrirons en cours de route aussi. Chez César de Carnet, c'est quelque chose d'équivalent. 41% pour de Boisgelin, 40% pour de Carnet dans les lettres. C'est des gens qui ont même culture classique.
Et puis nous descendons, nous arrivons chez Fleury. Alors je vous ai dit que Fleury était un juriste. Il est tout à fait normal de trouver, j'appellerais ça des outils de travail. Mais alors, on demeure quand même confondu par les 60% de lettres. Et effectivement, la bibliothèque de Fleury est une bibliothèque très moderne au XVIIIe siècle. Les publications s'échelonnent entre 1750 et 1780. Enfin, le Deste de Botidou. Je dois avouer que pour le Deste de Botidou, les inspecteurs qui ont œuvré à Saint-Hervé devaient être fatigués en fin de journée. Je vous explique. Autant ils avaient montré le nombre d'assiettes, le nombre de verres, le nombre de couverts, en argent, ça va de soi. Lorsqu'on est arrivé en fin de journée et que l'on épluchait la liste de la bibliothèque ou les livres, alors on vous indiquait 15 livres plus ou moins usagés, 12 livres, alors ce qui fait que mon total ne correspond pas au total de livres qui a été inventorié. C'est simplement ceux dont je possède l'auteur, ou tout au moins le titre. Et dans ces conditions, vous comprenez que chez un avocat, n'avoir que 1,93% de livres de droit m'a confondu allègrement. Je me suis dit que le brave homme qui était en train de faire l'inventaire n'était pas très doué. Pour vous donner un exemple, à la fin du règne de Louis XVI, un certain nombre de ministres ont occupé cette fonction. Le plus célèbre, sans doute à vos yeux, ou du moins celui qui vous revient le plus aisément, c'est Necker. Bon. Eh bien, le brave homme de la région de Loudiac qui a enregistré le nom de Necker, on a dû lui lire Necker, il écrit Néguer, lui. Je dirais même, n'est pas du tout, parce que ça n'allait vraiment pas comme il fallait. Et dans ces conditions, il faut faire très attention quand on relit le nom des titres ou quand on relit le nom des auteurs. Et je dois avouer que parfois, heureusement que la Bibliothèque nationale possède un fonds ancien, ça m'a permis de retrouver certains auteurs dont le nom avait été véritablement écorché et le titre vraiment oublié souvent. Alors quelquefois on vous donnait le nom de l'auteur, d'autres fois le nom du titre. Mais un titre peut être utilisé à maintes reprises par différents auteurs. Les bibliothèques sont le reflet d'un ordre. N'oublions pas que jusqu'en 1790 et la première Constitution, la France est divisée en 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Et donc, les bibliothèques religieuses. Alors c'est une synthèse, en gros, de bien sûr l'abbé Rufflet et de l'Anténac. Alors les bases, forcément, la Bible, c'est le livre référentiel, auquel on trouve conjointement le Nouveau Testament, quelque chose qui a eu beaucoup d'incidence sur la religiosité en Bretagne au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est l'application du Concile de Trente. Donc les canons définis à ce propos sont régulièrement présents. C'est ce que vous avez ici, Canones Concili Tridentini. Et ensuite, une exposition de la doctrine chrétienne. Alors j'ai mis celui-là parce qu'il est plus récent. C'est une façon directe de s'opposer aux doctrines des philosophes. La pastorale, le catéchisme de Grenade. Étant donné qu'on est un ecclésiastique et qu'on doit faire passer la parole de Dieu, la science universelle de la chair, ça va de soi. Qui dit pastorale dit aussi confession, dit aussi explication des cérémonies, et aussi conduite du carême et de l'Avent. Bien. Ce qui est caractéristique en Bretagne à la fin du XVIIIe siècle, c'est un certain nombre de confréries qui s'appellent les confréries des agonisants. Elles sont très fréquentes dans les différentes paroisses de notre département. Et donc, les exhortations pour les malades, c'est tout simplement
comment ne pas craindre la mort et espérer un au-delà meilleur. J'ajouterai ensuite quelque chose qui nous vient majoritairement de Couëtlogon et en particulier des évêques Couëtlogon. Alors, l'histoire du calvinisme. Alors, le père Maimbourg est un monsieur qui a beaucoup écrit au XVIIe, ses livres ont été reproduits au XVIIIe, l'histoire du calvinisme, l'histoire du luthérianisme, l'histoire du jansénisme, c'est-à-dire toutes les hérésies contre lesquelles il fallait lutter. Autre chose, lettre sur la morale de Confucius. Ça, vous le comprendrez, puisque j'ai déjà évoqué ça tout de suite. Et puis quelque chose que l'on oublie généralement, les provinciales. Eh oui. Alors pour nous, les provinciales, c'est un livre de littérature que nous avons au cours de notre scolarité régulièrement épluché. Nous en avons retenu quelques pages tout au plus, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, il faut comprendre qu'à travers Pascal, on lutte contre le jansénisme. N'oublions pas que Pascal est un ancien élève de Port-Royal, qui est, à l'égard du pouvoir politique, fort contestataire. Donc, dans ces conditions, on associe contestation politique, contestation religieuse, on fait un paquet général et donc on élimine. Et enfin, quelque chose de beaucoup plus récent, qui paraît à Avignon, et qui, vous savez, Voltaire avait édité le dictionnaire philosophique. Comment lutter contre Voltaire si on ne fait pas un dictionnaire anti-philosophique? Voilà. Alors ceci touche la noblesse. Un certain nombre de familles, au XVIIe siècle, ont été éliminées de la noblesse pour une raison évidente, vous allez comprendre. Entre 1665 et 1670, Louis XIV, ayant besoin d'argent, a décidé que celui qui ne pourrait pas prouver 3 générations de noblesse serait exclu de la noblesse. Pourquoi? Tout simplement pour un problème financier. À partir du moment où vous êtes exclu de la noblesse, vous devez payer l'impôt. Donc, on a établi dans les différentes provinces de France des registres justifiant de votre ancienneté d'au moins 3 générations de noblesse, avec des preuves devant notaire. En voilà une. Et donc, désormais, quand un jeune homme désire participer en tant que militaire ou en tant que marin à l'école de la Flèche pour les militaires ou l'école de Brest pour les marins, grâce à l'armorial auquel il appartient, il peut justifier. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu Brest, il appartiendra sans difficulté à ceux que l'on appelait les habits rouges. Le plus célèbre d'entre eux, c'est François-René de Chateaubriand. Une famille noble, ce n'est pas simplement un nom, c'est aussi un blason. Qu'est-ce que c'est qu'un blason? Alors, je ne veux pas vous entrer dans le détail du blason, c'est relativement compliqué, mais c'est tout simplement faire comprendre à ceux qui nous entourent à quel milieu nous appartenons et de qui nous descendons. Un certain nombre de couleurs, un certain nombre de signes permettent de déterminer à quelle filiation on a affaire. J'ajouterai d'autre part que ça permet en particulier de mettre son blason dans l'église paroissiale dont on est le principal seigneur. Alors je vous ai évoqué à propos bien sûr des nobles, la fonction qui est la leur depuis le Moyen-Âge. Il faut être, bien sûr, militaire. Alors, soit dans l'armée de terre, dans la cavalerie ou dans la marine. Mais alors, dans la formation générale des collèges de cette époque-là, on a surtout privilégié le grec et le latin. Bon, on a connu d'autres qui disent à tous ceux qui sont morts pétris de grec et de latin. Et quand vous êtes militaire, il vous faut des connaissances mathématiques un petit peu plus précises.
Et voilà donc la raison pour laquelle, au cours du XVIIIe siècle, on voit apparaître dans les bibliothèques familiales des éléments de mathématiques. Ben oui, si vous êtes dans un régiment où vous utiliserez les canons, eh bien la balistique, c'est quelque chose qui s'apprend d'un point de vue mathématique. Si vous êtes à bord d'un navire et que vous commandez le bateau et que vous demandez à vos canonniers de tirer sur l'ennemi, il faut quand même être capable de régler la pièce qui est sur votre bateau. Autrement dit, vos boulets vont tomber à l'eau. Alors ça, c'est un livre, vous pourrez voir, il est publié à Londres. Oui, c'est que même chez les militaires, la contestation pouvait naître. Effectivement, lorsqu'on évoque en particulier les différentes guerres de Louis XV, on évoque dans les vieux livres d'histoire, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, messieurs les Anglais tiraient les premiers, des choses comme ça. Ça voulait dire tout simplement qu'à chaque bataille, on s'était fait battre. Je rappelle que de 1756 à 1763, sous le règne de Louis XV, on perd non seulement le Canada, mais l'Inde. On parlait de quelque chose de bien, vous. Et donc, la contestation est apparue au niveau de certains militaires. Parce que pour le roi et ses principaux généraux, la technique militaire était la suivante: on attaque, on lance la cavalerie, et si l'ennemi recule, on a gagné. Chose qui avait été mise en doute par le maréchal de Saxe. Je rappelle que le maréchal de Saxe est d'origine allemande, et qu'à ce titre, il va commander les Français, et que pour la première fois, il va utiliser, lui, des cavaliers armés de carabines, qui sont excessivement rapides. Et donc, il va changer la stratégie nationale. Et voici un monsieur qui s'appelle Guibert, de Guibert plus exactement, et qui pense exactement comme lui. Mais pour parvenir à ses fins, se faire entendre des autres militaires, il ne peut pas publier en France. Et donc, il publie à Londres. Et qu'est-ce qu'il publie? Eh bien, quelque chose qui va être mis en application à la fois par les armées révolutionnaires et par Napoléon. C'est-à-dire des qualités manœuvrières. Quand vous êtes en campagne, vous ne devez pas être statique. Vous devez réagir à tout mouvement de l'ennemi. Comment? Pas simplement en mettant aux deux extrémités, comme ça se fait généralement votre cavalerie, mais en créant des unités mobiles susceptibles d'avancer si le voisin recule et de se mettre à sa place. Et voilà la nouvelle théorie avec Guibert. Vous pensez bien, le brave homme, il n'est pas tellement bien vu en cours. Quand on est noble, on est aussi un propriétaire foncier. Et comment mettre en valeur sa propriété? Un certain nombre de livres sont publiés au XVIIIe siècle, et j'ai choisi ici, non pas la page de garde, mais le début du livre pour vous montrer la reproduction qui est à gauche. Vous avez véritablement l'impression d'une ferme du bassin parisien. Au centre, la maison domestique. À droite, ici, le local pour les animaux, et à gauche, vous voyez bien. Et en arrière, on ne le voit que partiellement, vous découvrez le potager. C'est-à-dire que désormais, on n'est pas simplement un militaire ou un marin, on a une propriété foncière et on tente de la mettre en valeur, avec plus ou moins de bonheur. Lorsque M. de Carnet va tenter de réaliser dans la région de Merdrignac une ferme nouvelle, il lui manque simplement les amendements nécessaires pour enrichir le sol. Mais il y a des tentatives, et ces tentatives sont quand même nettement mieux réalisées dans le Trégor et dans le Goëlo, où l'on bénéficie à la fois du goémon et aussi du varech et aussi du sable marin. Alors j'évoque le Trégor, j'évoque le Goëlo. Oui, mais quand on est noble, on parle français. Et en face de vous, vous avez des Bretonnants. Donc, pour essayer de se faire comprendre avec son personnel domestique ou ses valets ou alors ses fermiers,
ou ses domaniers, si on est en domaine congéable, eh bien, on a son dictionnaire. Alors, les bibliothèques du tiers-État. Alors, ça, comme tout de suite, on a vu, en ce qui concerne les, comment dirais-je, les nobles ou les ecclésiastiques, c'est souvent quelque chose de très pratique, en particulier au niveau du droit. Les institutions coutumières, ben oui, en Bretagne, on ne bénéficie pas d'un droit issu du monde romain. C'est ce qu'on appelle un droit coutumier. Ce n'est pas un droit écrit. Si, au XVIIIe siècle, il a été écrit, mais c'est la pratique ancienne qui justifie que c'était comme ça du temps du XIVe siècle, et donc on conserve. Ce qui explique en particulier que dans certains coins, vous avez de la terre à domaine congéable, dans d'autres, du domaine fermier, c'est très compliqué. Tout ceci, c'est le panel dont bénéficie un avocat. C'est-à-dire pour réussir à mettre en œuvre, à répondre aux questions des gens qui viennent le trouver. C'est sa bibliothèque, je qualifierais, de travail. Alors voici les livres qu'il utilise. La coutume générale du pays et du duché de Bretagne. Alors j'ai choisi Évin, parce que c'est le plus connu. J'aurais pu choisir Poulain du Parc. L'un et l'autre ont été enseignants à l'école de droit de Rennes. Et il faut savoir que tous les avocats bretons, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sont passés par l'école de Rennes. Auparavant, l'école était à Nantes. Et ici, bon, ben, ça va servir à l'avocat pour répondre aux questions des gens qui viennent le trouver. Alors, vous avez des livres de ce type ici, dans le hall d'entrée. Vous les verrez là aussi, ils ont été présents. Patrick vous les montrera. Alors, quand on est petit et qu'on appartient à un certain milieu, on va au collège. On a une formation. Et tous les individus dont j'ai parlé, y compris l'abbé Barras à Lanténac, ont une formation qui équivaut à l'heure actuelle de la 6e au baccalauréat. Hormis le baccalauréat, je rappelle que le baccalauréat est le premier examen universitaire. Il se déroule en fac. Tout au plus, on termine ses humanités au collège. Alors, ces gens-là, pour la plupart d'entre eux, alors, celui de Coëtlogon de Carnet, il a fait son collège à, comment dirais-je, à Rennes. Les autres, de Boisguy est allé à Tréguier. Barras était au Mans. Le chanoine Rufflet et Fleury étaient au collège de Saint-Brieuc, qui se situait à l'emplacement du musée actuel. Alors, on a retenu quelque chose de cette époque-là. Mais vous noterez quelque chose, et l'agrandissement vous permet de vérifier. Ce n'est pas simplement un livre qui appartenait à M. de Boisgelin. Vous notez ici que c'est à son épouse qu'il appartenait. Généralement, on a tendance à considérer que les dames au XVIIIe siècle n'avaient qu'une connaissance toute relative de la littérature. Or, vous pourrez noter que Madame de Boisgelin avait des classiques chez elle. Et quand on tient avant tout à mettre son nom, ça signifie aussi qu'on est propriétaire du livre, même si on peut le prêter à son époux. Racine. Je ne vais pas vous... Si on l'ouvrait, on verrait effectivement les grandes pièces classiques auxquelles tout le monde a eu droit. Molière. Alors ici, je vous arrête tout de suite. Vous attendiez à autre chose. Vous attendiez les fables pour le XVIIIe siècle. Notre ami La Fontaine, ce n'est pas l'homme des fables, c'est l'homme des contes. Nous sommes dans une période que je qualifierais de plus licencieuse. Bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose d'original. Madame de Sévigné. Bon, alors bien sûr, vous pensez tous au Rocher, proximité de Rennes, bien sûr.
Mais elle a un autre rôle, Madame de Sévigné. Bien sûr, elle raconte à sa fille ceci, cela, les potins de la cour et tout ça. Mais je vais vous dire que c'est un modèle de lettres qu'on va utiliser. Les lettres de Madame de Sévigné vont servir à de nombreuses dames pour avoir une correspondance avec leur époux qui est militaire ou marin, pour les jeunes filles avec leur futur époux. Elle va servir de modèle. L'esprit primesautier de Madame de Sévigné va se retrouver dans certaines lettres locales. Montesquieu. Alors aujourd'hui, Montesquieu, c'est l'homme qui dit, d'un point de vue juridique, qui différencie bien les différents pouvoirs. Au XVIIIe siècle, c'est moins net que ça. C'est un contestataire de la monarchie absolue. Ah. Et d'ailleurs, vous pourrez noter où c'est publié. C'est publié aux Pays-Bas. Ah oui, aujourd'hui, c'est un référent, Montesquieu, on se dit, juridique, pas du tout à cette époque-là. Alors bien sûr, le grand homme, alors là, vous l'avez en dizaines d'exemplaires dans les différentes bibliothèques, avec une réserve quand même chez l'abbé Rufflet. Voltaire n'est pas en odeur de sainteté. Ah ben oui, il y a l'alter ego. Si je vous ai présenté Voltaire, Rousseau, le citoyen de Genève, va suivre de près. Et puis quelque chose d'original. Alors là, je me suis permis d'essayer de vous briser les yeux. Il n'y a pas d'autre terme. C'est la totalité des auteurs de théâtre que j'ai trouvés chez Honoré Fleury. Alors, vous pourrez noter, j'ai signalé dans une colonne les dates. C'est les dates de l'auteur. Nous regardons bien 1606-1769. Autrement dit, les deux siècles, XVIIe et XVIIIe siècle, sont là, avec une importance plus ou moins grande selon les auteurs. Bien sûr, les auteurs classiques sont là, il n'y a pas de problème. Molière et ses 10 pièces. Mais alors on peut s'interroger sur la présence d'autant de livres de théâtre dans la bibliothèque d'un avocat. Alors ceci mérite explication, et en puisant dans les mémoires de Fleury, voici ce que j'ai trouvé. Dans les années qui précèdent la Révolution française, on va dire de 1780 à 1789, la bonne société quintinaise avait pris l'habitude de jouer des pièces de théâtre. Or, quand Fleury était élève au collège de Saint-Brieuc, il avait déjà brillamment interprété des pièces de théâtre, et dans ces conditions, il est devenu l'acteur incontournable des différentes pièces de théâtre qui ont été représentées à Quintin. Alors attention, n'imaginons pas une pièce de théâtre comme nous la connaissons actuellement. Il faudrait plutôt imaginer les phases de répétition. Chaque individu a son petit livre et lit sur le petit livre la réplique qui est la sienne. On n'a pas ici une cérémonie comme la cérémonie traditionnelle du théâtre où l'on voit les gens apparaître et surgir de l'arrière-scène ou des côtés. Non, 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 non. On reste dans une pièce et on fait en quelque sorte une lecture du texte. Mais il n'en demeure pas moins que nous trouvons les grands auteurs de l'époque. On oublie en particulier... Alors pour Voltaire, c'est malaisé parce que les publications de théâtre de Voltaire sont associées à ses publications de poésie et ses publications de contes et récits. Alors là, je vous ai mis un point d'interrogation parce que j'ai du mal à en dire plus. Mais nous retrouvons des personnages que vous connaissez comme Diderot, Carmontel, mais il en est un quand même que nous verrons ultérieurement, il s'appelle Fagan. Beaucoup d'entre eux ont quitté la scène depuis fort longtemps,
Il y a Détouche, il y a Crébillon, père et fils. Hein. Vous avez Jean-François Régnard au début du XVIIe siècle. Vous voyez, hein, c'est plutôt ce qu'on étudiait autrefois à l'université qui s'appelait le théâtre de Molière à Marivaux. Hein, des gens qui, en quelque sorte, n'ont eu qu'une existence éphémère sur les planches. Voici un exemple de Fagan. Et puis, bien sûr, il y a les contes. On oublie ça. Alors, il y a des contes qui s'appellent les contes des Mille et une nuits, les contes d'Émile et un jour, et les contes de Marmontel. Alors ça, c'est un petit peu dans l'air du siècle. Attention, il y a eu une formation initiale. Les gens évoluent au cours de leur vie. Regardez. Alors, je n'ai pas retrouvé l'encyclopédie, bien sûr, de Lanténac, car il faut vous dire effectivement que lorsque l'inventaire a été terminé, les livres ont été conduits au district de Loudéac pour constituer la première bibliothèque de Loudéac. Et ça s'est passé dans tous les districts. Chaque fois qu'on prenait possession de la bibliothèque de quelqu'un, les livres étaient conduits au district. Lorsque les districts ont été supprimés en 1797, un certain nombre de livres ont été ramenés à Saint-Brieuc, et c'est la raison pour laquelle vous avez ici quelque chose qui aurait dû être à Pontrieux, hein, et qui était l'exemplaire que l'on trouvait à l'abbaye de Bégard. Alors, il faut savoir effectivement que bon nombre de livres anciens se trouvent ici, mais que le fonds de la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc est excessivement riche en livres anciens, et ce sont des livres qui proviennent tous, hein, de spoliations qui ont été réalisées au cours de la Révolution. Alors, tous les livres ne sont pas parvenus à Saint-Brieuc, parce que certains, j'ai trouvé ça en particulier toujours concernant Loudéac, les gens empruntaient les livres. Un certain nombre ont oublié de les rendre. Bon, c'est des choses tristes, c'est pas toujours volontaire, on peut disparaître en cours de route, et le livre aussi. Et puis, bien sûr, le grand homme du XVIIIe siècle, c'est Buffon. Alors là, véritablement, on entre dans la science avec tout ce que cela comporte véritablement de recherche, en particulier sur la minéralogie, mais aussi sur les animaux. Hein. On a une vision tout à fait différente de la nature avec le personnage. Et puis quelque chose de nouveau. Des cours de physique sont donnés à Paris au XVIIIe siècle par l'abbé Nollet. Ah, il va devenir le précepteur des filles de Louis XV. Suite à quoi? Ben, tout simplement, si vous avez fait un peu de physique, vous avez un jour entendu parler de la bouteille de lead. C'est l'ancêtre des piles. Bien. Il utilise la fameuse bouteille de lead, il met des soldats en ligne, il met le courant, et comme les soldats sont armés, le courant passe mieux, ça impressionne Louis XV. Résultat, il est promu précepteur de ces demoiselles. Vous voyez comme. On peut faire un feu d'artifice à moindre. Il est personnage important, parce qu'en plus de ça, il donne des cours publics à Paris. Et les cours publics, ce n'est pas des simagrées comme ce que je viens de vous raconter. C'est véritablement une analyse scientifique. Alors, il n'est pas tout à fait d'accord, bien sûr, avec certains scientifiques étrangers, en particulier avec un certain Américain inventeur du paratonnerre. Mais l'intérêt que ça présente, c'est qu'il va populariser la notion de science. La science, pendant longtemps, est considérée comme quelque chose de très difficile à percevoir. On laisse la place plutôt à l'alchimie, on laisse la place aux sorciers, on se méfie de tout ça. Or, lui, il adopte une attitude scientifique. Et en particulier,
il va inventer ce que l'on appelle le cabinet de physique expérimentale. Alors ça, c'est intéressant, parce que dans le plan ancien du château de Couette-le-Gon, il y a un cabinet de physique. Alors bien sûr, dans l'esprit populaire qui m'a été rapporté, les ecclésiastiques, eux aussi, faisaient des expériences. Et donc ceux qui ne les comprenaient pas ont gardé l'expression dire « Oh, il fait de la physique », c'est-à-dire tout simplement, c'est un magicien, il fait quelque chose que je ne comprends pas. En réalité, c'était des gens qui, à petits pas, s'avançaient vers le monde moderne que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, il y a une nouveauté. Cette nouveauté, c'est le rapport à l'enfant. Alors, pendant longtemps, on vous a dit, les familles en Bretagne, on avait plein de gosses, comme ça, on était sûr d'en avoir quelques-uns qui survivaient. Vision quand même un peu particulière. Beaucoup d'autres me diront, ben oui, mais si on regarde par exemple les BMS qui évoquent le décès des petits-enfants, quelquefois la mère est là, le père n'est pas souvent, c'est exact. Mais la nouveauté, encore une fois, va venir d'une certaine élite, que ce soit au niveau de la noblesse, que ce soit au niveau des bourgeois. On va prendre un œil nouveau à l'égard de l'enfant. Écoutez, si on prend les lois religieuses, 7 ans, c'est le début du péché mortel. 12 ans, ça y est, terminé. Bon, au boulot. En déplaçant la relative vision qu'on avait un petit peu manichéenne de segmenter la vie en petite enfance, moyenne enfance et adulte, on va faire acquérir une plus grande longévité à ces différentes phases. On ne va pas parler d'ados à cette époque-là. Aujourd'hui, tout le monde connaît les ados, qui sont souvent adodos même. Mais j'avoue qu'à cette époque-là, à l'égard de l'enfant, on a une vision tout à fait différente. Et le précepteur, c'est celui qui va tenter de faire acquérir à l'enfant une vision ouverte du monde et de ce qui l'entoure. Et d'ailleurs, on a toujours tendance à évoquer Rousseau, mais il n'est pas le seul. Il y a un certain nombre de dames qui, à cette époque-là, vont avoir des visions qui vont, pour l'enseignement en particulier, apprendre à regarder. Le précepteur, c'est celui qui conduit l'enfant par la main, qui lui montre les plantes, qui lui montre la nature, qui lui montre les saisons, qui lui montre les travaux, et lorsqu'il a montré, il lui demande de faire une synthèse et de réfléchir à ce qu'il a vu. Vous voyez toute la nouveauté. Et puis on a une culture étrangère, bien sûr. La culture anglaise va pénétrer. C'est ainsi que je trouve un certain nombre de dictionnaires anglais localement. Robinson Crusoe, Daniel Defoe, c'est connu. Richardson, beaucoup moins. Et pourtant, il est, à l'époque, le personnage essentiel de la littérature anglaise, hein, et qui est abondamment vendu en France. Alors, le chevalier Grandisson, excusez-moi, qu'est-ce que c'est? C'est du picaresque. C'est un personnage auquel il arrive des aventures extraordinaires. C'est un monde qui peut... On pourrait imaginer ça un petit peu, si vous voulez, comme on a eu l'auteur de Vannes, Jean-René Le Sage plus exactement. Et puis, on est ouvert. Vers la fin du règne de Louis XVI, un certain nombre de navigateurs se lancent à l'assaut du monde austral. Nous aurons Bougainville et la Pérouse.
Les Anglais ont Cook. Alors celui-là, je vous l'accorde, ce livre m'appartient. Il a été fait mention de ce livre dans les bibliothèques, mais je ne l'ai pas retrouvé, donc j'ai utilisé le mien. Et comme je ne l'ai qu'en anglais... Ah, le Tom Jones. Ah bah oui, tout le monde a vu le film, si on n'a pas lu le livre. Alors ça, c'est... Comment peut-on passer du fils bâtard et mal vu à celui qui fait honte à tout le monde, et des préoccupations qui sont bigrement modernes. Éviter de mourir d'apoplexie. Éviter d'avoir de la goutte. Je vous signale que c'est l'une des grandes maladies qui expliquait pourquoi Louis XIV avait un fauteuil roulant. Et oui, les aliments peuvent être intéressants, mais pris avec modération. Avis au peuple sur les malades. Ben oui, quand on est seigneur d'un hameau ou d'un village, à la fin du XVIIIe siècle, on a de nombreuses maladies, en particulier en Bretagne, la dysenterie, qui fait dans les années 1777-1779, vous avez une réduction sensible du nombre des habitants. Tout simplement parce qu'on a tenté d'envahir les îles anglo-normandes, qu'on a fait circuler des troupes, lesquelles étaient malades, lesquelles ont contaminé toute la région. Et puis, à mesure qu'on avance vers la Révolution, un certain nombre de préoccupations vont naître, en particulier même au sein de la noblesse, puisque ici, vous notez bien, c'est Mirabeau, l'auteur du traité sur la population, la vie des hommes. Et oui, si une population diminue, et je vous signale que nos 27-28 millions d'habitants en France dans les années 1789 font de nous la population la plus nombreuse en Europe. Ils sont 13 millions en Angleterre, ils sont 15 millions en Allemagne. On ne peut pas comprendre les guerres révolutionnaires ultérieures si on ne sait pas que nous avons la population la plus nombreuse et la plus jeune. Et donc, au niveau de la population, il y a quelque chose d'important. Il faut réussir à la maintenir en bon état. Et puis, dernier élément que je vous présente, le comte au roi, M. Néguer, dont je vous ai parlé. Ben oui. La caractéristique des finances françaises de longue date, c'est que les budgets ne sont pas en équilibre. On prétend imposer l'impôt à tout le monde, et ceux qui n'en payent pas jusqu'alors disent non. Et dans ces conditions, il faut savoir qu'on a bigrement dépensé à partir de 1781, parce que si on a aidé les Américains, la guerre d'Amérique a coûté énormément cher. Et donc, il n'y a plus de sous dans les caisses. Les villes sont ruinées. Ben, la solution, ce sera d'inventer une nouvelle monnaie papier, qui aura une existence éphémère, et puis comme ça, ceux auxquels on devait de l'argent, on ne pourra pas payer. Je termine là-dessus. Je vous remercie de votre attention.